furent les années les plus noires d'Amérique latine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine, tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécutions sommaires, tortures, disparus. Qu'ils appellent Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili. Tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là? Bien sûr, l'ombre des États-Unis plane sur les dictatures latino-américaines, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine. L'enquête commence à Théoul, dans le sud de la France. Anciens légionnaires, parachutistes, pieds noirs ou membres de l'OAS, les nostalgiques de l'Algérie française sont réunis au grand complet. 40 ans après notre déracinement, nous avons voulu rendre un hommage particulier à tous ceux des nôtres qui sont tombés pour la défense de l'Algérie française. Cette histoire... Voici le doyen du rassemblement, le colonel Lacheroy, 96 ans, qui fut condamné à mort pour sa participation au putsch des généraux d'Alger. C'est un témoin capital, car pour comprendre l'influence des Français sur les dictatures latino-américaines, il faut remonter le fil du temps et plonger dans l'histoire des guerres coloniales. Vraiment, j'avais vécu en Algérie, j'avais vécu dans tous les pays arabes. Je ne pouvais pas admettre qu'on perde l'Algérie. Tout commence pendant la guerre d'Indochine. Nommé à la tête d'un régiment en 1951, Charles Lacheroy est fasciné par l'organisation du Viet Minh, qui tient tête aux Français, pourtant plus nombreux et mieux équipés. En arrivant en Indochine et tout de suite, ou presque tout de suite, je suis tombé sur le livre rouge de Mao Tse-tung. Je l'ai lu de bout en bout. C'est le premier devant lequel j'ai compris que ce qu'il appelait les arrières était plus fort que la troupe et qu'il fallait soigner les arrières avant de soigner la troupe. L'ennemi que j'avais devant moi en Indochine, c'était un ennemi qui était adroit pour se servir des populations. Quand vous en arrivez à un point où vous ne pouvez pas le pisser sans que votre adversaire le sache, on n'en sort plus. C'est ainsi que naît la théorie de la guerre révolutionnaire. Pour Lacheroy, le Viet Minh est un agent du communisme international qui opère sous le masque de l'indépendantisme. Son arme, l'endoctrinement des populations. Conséquence, dans la guerre révolutionnaire, il n'y a plus de ligne de front, car l'ennemi est partout. 7 mai 1954. Les Vietnamiens gagnent la bataille de Dien Bien Phu et avec elle l'indépendance. Pour les militaires français, c'est l'humiliation. Ancien résistant, le capitaine Paul Ossarès assiste à la débâcle. La défaite de Dien Bien Phu a été un choc. Une bonne majorité de militaires français trouvaient qu'il fallait tirer des leçons de cette défaite et puis éviter qu'on ait les mêmes déboires en Algérie. C'est pendant la guerre d'Algérie que l'état-major de l'armée se rallie définitivement à la théorie de la guerre révolutionnaire, encore appelée guerre subversive. Son obsession, couper le front de libération nationale de ses arrières, c'est-à-dire de la population. Pour cela, les Français innovent. 400 000 soldats sont déployés sur l'ensemble du territoire algérien. C'est la technique du quadrillage, la première application concrète de la théorie de Lacheroy. Et puis le 7 janvier 1957, le ministre Robert Lacoste prend une décision lourde de conséquences. Il remet les pouvoirs de police au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. L'objectif, anéantir l'organisation politique et militaire du FLN, qui multiplie les attentats terroristes dans la capitale algérienne. Commence alors la bataille d'Alger, où les paras investissent la Casbah pour traquer les poseurs de bombes. Désormais, ils sont les seuls maîtres à bord. Leur chef, c'est le colonel Bijard,
un ancien résistant qui a gagné ses galons en Indochine. Vous avez dit qu'au début, ce rôle de flic, ça vous plaisait pas trop. Oui, mes hommes non plus. Mes capitaines préféraient le djebel, le combat contre un homme qui se bat en face de vous, qui se bat bien, bah, tant mieux, quoi. Voilà, c'est vrai, c'était plus dans notre nature que de faire un travail de flic. On l'a fait un travail de flic rapide, quoi, à la para. Pourquoi on appelle ça une bataille? Parce que c'était une action où on avait capturé des gens armés et éventuellement les tuer. La bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archives. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Boycotté par les grands réseaux de distribution, le film a été très peu vu en France. Est-ce que vous avez vu le film La bataille d'Alger? Magnifique, magnifique. C'est proche de la vérité comme on ne peut pas mieux faire et c'est remarquablement joué. Mathieu Philippe, guerre, Indochine et Algérie. Grade. Qui est pour vous le colonel Mathieu du film? Le colonel, et c'est Bijard. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Vous pouvez démarrer par le couleur d'affiche, quel est ton chef, il faut trouver le chef. Puis après, il faut remonter les filières. Alors il y avait réunion des capitaines tous les jours à mon bureau, Chaban, Le Boudec, enfin mes 5 commandants d'unité qui étaient là tous les jours à 6h du soir. Alors où en êtes-vous? Alors il y avait mon destinateur qui mettait les organigrammes où ça en était. Bien. C'est du bon travail. Là il y a un vide, il faudrait le retrouver. Mais il n'est pas sur ma compagnie, il est sur l'autre. Ben alors je disais, autorisez votre copain à aller le prendre. Enfin voyez-vous, on allait où était le type. On nous a dit il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats. Et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. J'avais donné des ordres en disant mes hommes, vous agirez à bloc contre les vrais poseurs de bombes, et si ça vous sont les bombes, interrogez-les durement. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je ne pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, j'ai dit, le responsable du régiment, c'est moi. L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers mis à ma disposition par Massu, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms pour que ça ne leur retombe pas dessus. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger? Oui, oui. Ah, ton escadron de la mort. Moi, je passais la nuit dehors. J'allais voir les colonels et les officiers de renseignement des régiments. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce que vous avez ramassé? On tient le type qui veut poser les bombes, ben on le secoue pour qu'il donne tous les renseignements qu'il peut donner. Et puis s'il ne peut pas tout donner, ben à force il a fini. Ben celui-là on n'en sortira rien. Voilà. Donc vous faisiez disparaître? Et il disparaît. Cette technique de disparition, vous confirmez qu'elle est inaugurée là-bas pendant la bataille d'Alger? Oui. Escadron de la mort, disparu, ces méthodes ont donc été inventées en Algérie. À l'époque, seul Paul Tedjen, le préfet de police d'Alger, avait dénoncé l'existence de disparus parmi les 24 000 prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Pont-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Pont-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu.
les ouèdes, la mer les renvoyait. Renvoyait les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, les techniques de la bataille d'Alger seront enseignées dès mai 1958 dans un centre d'entraînement à la guerre subversive créé par le ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas à l'initiative de Bijard. Viendront s'y former des officiers français, mais aussi portugais ou israéliens. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant au Sarès. Dans son livre, il justifie ouvertement l'usage de la torture comme une arme de la guerre antisubversive. C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général Lopez Offranc, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, Lopez Offranc est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios, había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así del tipo subversivo, si no conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, en el infante con el fusil, el shah, el tanque, el cañón, pero no habíamos pensado en el hombre armado de un cuchillo o armado de una soga para estrangular a alguien. Así que se aprendió, con la sangre se aprenden muchas cosas. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, le sujet est tabou. Aucun n'a accepté de parler du rôle de la mission devant une caméra. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Bernard Cazomayou? Oui, M. Bernard Cazomayou. On était parti là-bas à la demande de l'armée argentine pour les renseigner la guerre révolutionnaire. La mission était pour ce sujet-là et pour rien d'autre. Et le reste ne nous intéressait pas. Payés par l'armée argentine, les Français font traduire le livre du colonel Trinquier, dirigent des cours et publient des articles dans les revues militaires. Le thème, c'est toujours la guerre antisubversive, comme le reconnaît du bout des lèvres le colonel Bintresque. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Robert Bintresque. C'est moi-même. On essaie de leur expliquer cette guerre subversive, cette guerre d'en dessous. Oui, puis une histoire d'ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi auquel ils étaient habitués. L'ennemi, c'est parfois le gars avec qui vous prenez un whisky, hein. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que Lopez Offranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. ¿Eran oficiales de todo el continente? De todo el continente, inclusive norteamericanos. Todo el continente americano, norte y sur, todos estuvieron en la Escuela de Guerra nuestra. Yo fui el director del curso y Bintresque especialmente fue un colaborador muy directo conmigo. Est-ce que vous aviez participé? Un rôle que le colonel Bintresque a toujours du mal à assumer aujourd'hui. C'était uniquement argentin. Hein. Disons qu'ils ont utilisé nos cours pour faire les leurs. Eso provocó un cierto celo de parte de los Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos quería que se fueran los franceses. No quería que estuvieran los franceses, ellos no sabían nada de guerra revolucionaria. Estaban aprendiendo junto con nosotros. Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Blanquet du Chayla confirme la jalousie des Américains.
Ironie de l'histoire. Alors qu'il avait été réalisé pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film La bataille d'Alger a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte anti-subversive. Qui a fourni la copie du film? Mystère. Alors, tu pouvais pas te décider, sans faire tant d'histoire? Ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Y la verdad que no son recuerdos agradables, porque también lo viví en carne propia. ¿Quién la presentó esta película en la Escuela Naval? Bueno, nosotros ahí éramos cadetes y la dieron, bueno, creo que era el jefe de estudios con el capellán militar, que estaba destinado en la Escuela Naval, o sea que había un acompañamiento desde el punto de vista religioso. El capellán justificaba los métodos de la batalla de Alger. Se justificaban, claro. La tortura incluida. Sí, sí, aparte... No se veía como un problema moral, se veía como una herramienta de combate. Acá en la Argentina un sector de la iglesia jerárquica avaló todo eso, acompañó, digamos. Yo creo ahora que esa película fue dada como para ir preparando a los cadetes a un futuro de operaciones totalmente diferentes a lo que uno había entrado a la escuela naval, ¿no? A la guerra regular. Y esa guerra irregular, digamos, como que la estaban introduciendo de a poco en forma para que se acostumbrara, digamos, el sujeto a ese tipo de metodología, ¿no? Que se iba a utilizar obviamente más adelante. Es decir, que bueno, que no nos preparaban para la guerra contra un enemigo exterior, sino para tareas policiales, contra la población civil, que en definitiva forma parte, digamos, de última, los enemigos. ¿En aquella época se utilizaba la tortura en el ejército o no? Anteriores a eso creo que no. Yo tengo conocimientos de los años 68 que a mí había oficiales de ejército amigos que me contaban que en Brasil y en otros lugares, a través de la Escuela de Panamá, los americanos hacían prácticas en vivo con prisioneros, con presos, la tortura. Pero era muy exclusivo para gente de inteligencia. Eso implicaba que todavía no estaban operando en forma masiva la tortura y los, digamos, los asesinatos de forma ilegal. L'École des Amériques de Panama. Ce nom est toujours associé à l'histoire des dictatures latino-américaines. Créée en 1946 par les États-Unis, l'école se spécialise dans la guerre antisubversive au milieu des années 60. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue. Mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960 quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs. Ils nous l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout. Et Ossares, comment est-il devenu instructeur à Fort Bragg? Il est devenu instructeur à Fort Bragg parce que c'était un spécialiste. Quand les Américains ont demandé des conseillers techniques, je suppose que l'état-major de l'armée a dû prendre ses listes et désigner des hommes qui avaient appartenu aux états-majors en Algérie, et en particulier qui avaient eu ces missions d'interrogation des prisonniers, etc. Et Ossares était l'un des meilleurs spécialistes de la guerre révolutionnaire, enfin pour la France en tout cas. Oui, Ossares, je crois, n'est pas un penseur, je crois que c'est un exécutant. 1961, le commandant Ossares est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossares, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? J'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça.
C'est-à-dire aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont deux anciens élèves d'Ossares à Fort Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. At that time, you considered that French had more experiences in counterinsurgency, for instance, than American people? Oh, there's no question about it. We had no experience in this. We called in people from France. We read their books. We read the experiences there to try to learn as much as possible. What kind of books, for instance, did you read? The Tronquier's book. Now, we got Tronquier's La Guerre Moderne. We got this at Fort Bragg in 1961 in draft. And Paul Ossares, it was sent to him. He had worked for Tronquier. And we went over it in detail. And I was one of the folk who explained what later became the Phoenix program. We drew it from that book. We sent it up to Bob Comer, who was in the White House at the time. Robert Comer, cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phoenix. The same sort of thing, the Battle of Alger. And the result were, tragic is a gentle term. Now, the numbers that are used, evidently 20,000 people were killed, yes. Civilians? Yes. Did Paul Ossares speak about his role in the Battle of Alger? What Paul was doing at Fort Bragg with us was underlining, trying to make us understand the critical aspects of intelligence, how we had acquired it, and then how we applied ourselves to exploiting the intelligence we had. Well, he explained torture. They would take a captive. Generally, they were able to persuade each of these people. Most of them spoke. Those who didn't, they put in enough pain and mortal pain that most of them spoke. And then to have one prisoner watching another one being tortured and realize he was next often made him willing to talk. The additional part of this was, what do you do with these people after they have been tortured? Authorized answer to this was that they were executed. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah, mais ils sont partis, sont allés au travail. Et au Vietnam. Et j'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fort Bragg ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, c'était une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet. Considérablement. Chilenas y chilenos que me escucháis. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Le général Pinochet renverse le gouvernement socialiste du président Allende. La répression s'abat sur la gauche chilienne. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées. Parfois devant les caméras, comme ici, dans le stade de Santiago, transformé en camp de concentration à ciel ouvert. Pinochet est sûr de son impunité. Mais au niveau international, la réprobation est générale.
Des survivants ont raconté que des officiers brésiliens dirigeaient les séances de torture. Avait-il été formé par Ossarès? Déclaré sénile, Pinochet était à l'abri des poursuites judiciaires. Et injoignable. Reste son bras droit, le général Manuel Contreras, l'ex-chef de la DINA, la police politique de la dictature. Son avocat accepte d'organiser une rencontre. Il ne sait pas que le trajet est filmé en caméra cachée. La cadena llega a Pinochet. Claro, la cadena llega a Pinochet, a la Junta de Gobierno. ¿Y por qué tú piensas que nunca le va a pasar algo a Pinochet? Porque Pinochet fue declarado interdicto de mente. Por nada más que por eso. Claro, entonces es inimputable. Inimputable. ¿Pinochet de verdad está mal de la cabeza o no? No, está bien de la cabeza. Sí. Eso lo dice afuera así, pero... Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nosotros éramos admiradores de Lavaes dentro del ejército. Ah, sí. Claro, porque, bueno, por la actitud, digamos, valiente y combativa que tenían. Éramos admiradores de Lavaes. No sé si usted conoció a un general francés que se llama Ossarès. No lo conocí, pero también él estuvo entrenando chileno en Brasil. Ah, sí. Ossarès. Yo mandé a Brasil unos contingentes oficiales cada 2 meses. Y él también los entrenó. Trabajaba en la Escuela de Inteligencia de Brasilia. De ahí los trasladaban a ciertos ejercicios a Manaus. Y Manaus era un centro de entrenamiento muy importante para medio, todos los países del Cono Sur, ¿verdad? No era muy agradable para los que iban de Chile o de los países de Argentina, porque el clima de Manaus es muy malo. Así que... Retour en Argentine. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature. Si se comparan los reglamentos, ¿cuáles son las similitudes, ¿no?, de lo que hicieron los franceses en Algeria, por ejemplo? Yo diría que es una copia, yo diría que no hay diferencia. La influencia francesa fue la que guió nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después, ¿no? Que fue lo que aplicamos después. Depuis 1959, les assesseurs militaires français n'ont pas bougé du 12e étage de l'état-major argentin. Le jour du putsch, ils sont donc aux premières loges. Quant à Robert Servan, le chef de la mission, c'est un proche du général Bignone. Le français et l'argentin se sont connus à l'école des officiers de Madrid au début des années 60. C'est bien la seule chose que reconnaisse aujourd'hui le colonel Servan, avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, j'aurais parlé à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne quittez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez, je vous remercie. J'aurais été très gentil de me téléphoner, mais je ne peux pas rien vous dire au téléphone. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. J'ai des ennuis avec mes oreilles. Vous savez, ça fait un moment que j'ai quitté l'Argentine. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Vous étiez, vous? Je connaissais l'ami Bignone. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, son livre, où il parle de vous? Oui. Voilà, donc il ne parle pas beaucoup, hein. Il raconte de... Era un especialista en guerra antisubversiva, ¿no? Robert Servan. Sí, claro. Ya sabía mucho. Sí. Dictaba conferencias. Sí, en la escuela de guerra, fundamentalmente en la escuela de guerra. Y si no, donde lo llamaban. Y evacuaban consultas que hacíamos
el Estado Mayor nuestro que le hacía consulta, le pedía trabajos, bueno, no, para algo estaban acá. Claro. No cobraban el sueldo de gusto, no lo hacíamos trabajar. Quant à Michel Lénoré, l'adjoint du colonel Servan, il nie tout en bloc. Écoutez, madame, il y a déjà pas mal de gens qui tournent autour de cette histoire. Je dirais, pour employer des mots dont on n'a peut-être plus tellement l'usage à l'heure actuelle, mais c'est notre honneur, quelquefois, que l'on met en doute. Je comprends. Et c'est notre honneur que l'on met en cause. Oui, je comprends. Si vous êtes là pour faire un bouquin sur la guerre subversive, en Argentine en particulier, je peux vous dire que pour ce qui est de la mission française en Argentine, entre l'époque où j'étais, c'est-à-dire 75 et 77, vous perdez votre temps, parce qu'on n'a strictement rien eu à voir avec la chose. Bah écoutez, moi j'ai tous les documents du chat, je peux vous dire, tous les rapports de l'activité de la mission, envoyés par le colonel Jean-Claude Le Guen à son ministère de tutelle, sur les conférences qui sont faites sur la campagne d'Indochine et d'Algérie, avec des questions posées par les élèves pendant 3 heures, j'ai tout ça. Malheureusement, comme je vous disais, c'est pas mauvaise volonté de ma part, mais je n'ai vraiment rien à vous raconter sur la chose. D'accord. Bon. Voilà, madame. Je vous remercie, monsieur. L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par 2 témoins de premier rang. Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Díaz Pessonné, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Díaz Pessonné était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les 2 généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La primera arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, es la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. La creación, lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y... Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000?
desde el Papa al fusilar 3 nomás, mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Fue una realidad y tal vez fue un error, porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de nuestra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia y demás. Acá un desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos. Con mucha eficacia se actuó, en no más de 3 años fue aniquilada la subversión. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. Voici l'un des hauts lieux de la répression, l'ESMA, l'école mécanique de la marine. C'est ici que l'amiral Massera, l'un des chefs de la junte, installa une véritable usine de la mort où disparurent au moins 4000 personnes. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort, appelés pudiquement des transferts, les crevettes Bijard érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Los vuelos de la muerte eran organizados cada semana un día fijo. Yo creo que eso estaba determinado por la cantidad de detenidos, porque el campo tenía un límite. No podía haber ahí más de 100 personas. Entonces, cuando se llegaba al cupo, se aceleraban los traslados. Entonces, bueno, normalmente había un día fijo, que eran los miércoles, que eran los días de traslado. Pero a veces, por la cantidad de detenidos eran más, a veces había 2 traslados por semana, concretamente. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre. Acosta era el jefe de inteligencia, una especie de loco que vivía sus 24 horas del día ahí adentro, concretamente, no salía para nada y estaba totalmente obsesionado con dirigir la vida de sus oficiales y también administrar el campo de concentración. Él decía que el nombre de guerra, el Tigre, le había sido puesto por el oficial de inteligencia francés que había sido su maestro en la lucha antisubversiva. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. Dommage. C'était l'occasion de l'interroger sur la disparition de 2 religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui furent kidnappées en 1977. L'affaire avait provoqué une vive émotion en France. C'est en recherchant des témoins que la piste française repart. Rosario Cerruti est une mère de disparus qui militait à l'association des mères de la place de Mai. Le 8 décembre 1977, une réunion se tient dans l'église Santa Cruz de Buenos Aires quand débarque un commando de l'ESMA. 11 personnes sont enlevées, dont la religieuse Alice Daumont. Par miracle, Rosario échappe à la rafle. A mí me llamó la atención, en la puerta de la parroquia había un hombre, rengo, caminaba desde la esquina hasta donde estábamos nosotros y se volvía. Fui citada por el cónsul francés para hablar sobre el secuestro de las monjas. Yo le conté este hombre que me llamó la atención. Me extrañó que el cónsul me dice, este señor caminaba así. Entonces el cónsul sabía quién era. Cuando comento esto en Francia, en el año 78, en el convento de las monjas donde yo estuve hospedada con otras madres, me dicen resueltas, sí, ya sabemos, es un francés de Argelia. 2 journaux français de l'époque évoquent la présence d'un ancien membre de l'OAS dans l'escadron qui fit disparaître Alice Daumont, puis 2 jours plus tard, Léonie Duquet. Une information que confirme aussi le journaliste Jean-Pierre Bousquet, qui travaillait alors au bureau de l'AFP à Buenos Aires. Il a écrit un livre sur celles qu'on appelait les folles de la place de Mai.
Dans l'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, en surcroît, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression, notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega. Donc sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la Triple A, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Le vice-consul qui suivait de près justement un peu ces groupes, ces anciens d'Algérie, d'OAS, parce que lui-même avait eu pas mal de connaissances dans ces milieux-là, m'avait bien dit qu'effectivement, le boiteux qui était à l'église devait vraisemblablement être un des anciens de l'OAS. Il le connaissait personnellement. Bertrand de Parseval, ce serait le nom du boiteux français. À la fin de la guerre d'Algérie, il s'est réfugié en Argentine comme un certain nombre de chefs de l'OAS qui échappèrent à la justice française grâce à la complicité de réseaux internationaux. Ma compagnie était basée dans les sous-sols de la mairie d'Alger, ici. Parmi eux, Nicole Bézineau, condamné à la peine capitale pour sa participation au commando Delta, les escadrons de la mort de l'OAS. Comme son père, le général Gardy, patron de la Légion étrangère, ou son mari Michel Bézineau, qui prit part au putsch d'Alger. La bataille d'Alger, vous étiez? Ah oui, on a bien rigolé. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicole était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. On le connaît un peu, Bertrand de Perceval. Quant au boiteux français, il aurait quitté l'Argentine il y a 3 ans pour s'installer à Bangkok. C'est lors d'un passage dans le sud de la France que la rencontre a enfin lieu. Face d'ange. C'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. C'est, dit-il, lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur, ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec des tracteurs, etc., des sous. C'était bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. Je dis bien sûr. En fait, ils voulaient se débarrasser de vous. Ils avaient un tout petit peu peur. J'étais pas fou, mais je leur ai fait croire. Apparemment, Parseval n'a pas lu les livres où l'on parle d'un boiteux français lié à la disparition des 2 religieuses. Ils doivent en inventer des conneries. Il confirme pourtant avoir été convoqué par le vice-consul Jacques Marquez au moment de cette affaire. J'ai dû être dénoncé à l'époque de cette action par une ancienne fiancée à moi. Je crois. J'ai pensé ça. Elle vous aurait dénoncé à l'ambassade? À l'ambassade, pour, ouais. Pour vous embêter? Par méchanceté, par bêtise. Cerruti, qui est Cerruti? C'est l'une des témoins. Ce serait donc cette femme qui, de bonne foi, n'a pas parlé de moi, mais d'un cojo. D'un cojo. Et là, le comte de Marquez a pensé que c'était moi. Voilà. Et pourquoi il a pensé à vous, d'après vous? Ancien de l'Ouest et boiteux. Et donc après, ils vous ont convoqué? Il m'a convoqué, il m'a parlé gentiment au début. Et puis après, il m'a menacé de me faire parler, de m'emmener dans un coin où je ne pourrais plus protéger mes petits copains parce que je serais obligé de parler. Je lui ai dit, ça va pas la tête. Je suis parti, ils m'ont photographié en bas et puis 2 jours après, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était fini. Parseval affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire des religieuses françaises. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, les anciens de l'OAS avaient suivi l'histoire de très près. Et notamment Hervé Faure, qui vit à Buenos Aires depuis 40 ans et qui soutient mordicus son copain Bertrand. Il y avait peut-être un mec qui boitait et qui était français, mais c'était pas Bertrand. Et il a été inquiété avec ça, alors?
un peu. Le connard de Marquez, je te dis, on était obligé de mettre le voilà pour qu'il ferme un peu sa gueule. Bertrand, il ne sait même pas, je crois. Il n'est pas au courant. Il doit être au courant, mais il ne sait même pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce à cause des menaces que l'affaire n'a jamais été vraiment élucidée? Il est possible aussi que l'enquête du vice-consul n'ait pas été encouragée par sa hiérarchie. Car si officiellement le gouvernement français dénonce les abus de la dictature, sur place à Buenos Aires, l'ambassade adopte une position pour le moins ambiguë. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade c'était bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur. Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Guen, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Ma dépêche a été très très mal prise à l'ambassade. L'ambassadeur était très mécontent. Bon, à l'époque, c'était d'Estremont qui ne rêvait que de faire venir Giscard en Argentine, de le faire inviter par les militaires argentins. Donc, tout ce qui pouvait nuire aux bonnes relations était malvenu. Jusqu'où est allé le double langage de la France? Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur de la dictature, accepte de répondre à cette question théoriquement hors caméra. Sa réponse est stupéfiante. Entre nosotros, yo tengo la impresión que el gobierno francés de aquella época, yo hablo del proceso, ¿no? Sí. Apoyaba mucho a lo que estaban haciendo ustedes. Sí. Es decir, yo le diría así, Francia, a nivel de los gobernantes, el máximo nivel de conducción nos apoyaba, pero en la ejecución abajo, contra los derechos humanos ha sido muy difícil, y contra la opinión pública. El mundo está lleno de hombres proclives a tener una idea progresista, un centro izquierda, socialista. Pero los ministros, lo que me contó de Poniatowski, ¿cómo fue exactamente, para lo que yo sepa, cómo fue lo de Poniatowski, que era ministro de Interior como usted? Poniatowski se apareció acá en Buenos Aires y vino con cartas prácticamente con cartas credenciales, digamos, de que venía en el nombre del ejército francés para establecer relación coordinada, para intercambiar información, y yo hemos intercambiado. En la lucha antisubversiva. En el momento de la lucha antisubversiva. La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Ya le digo lo que nos pasó con Francia, que inteligencia francesa no cooperó en este asunto de evitar el derribo del avión LAN. Y cooperaron también porque había mucha gente del MIR que estaba refugiada en París, ¿no verdad? Había mucha y también nos informaban de ella. De la gente que estaba ahí, porque había muchos. Nos informaban de ella, la inteligencia francesa, de los problemas que existieron. Incluso nos informaron cuando se inició la Operación Retorno. ¿La qué? La Operación Retorno. ¿Qué es eso? Cuando todos los terroristas volvieron a Chile. Ah, cuando se llama así. Sí, se llamó, ellos la llamaron Operación Retorno y nosotros también. Ajá. Porque empezaron a volver a Chile los terroristas después de la serie de actividades. ¿En qué año fue esto? Empezaron a partir del 78, pero se acrecentó el 80. Entonces la policía francesa o la DST o la DGS, que son los... La DST es la que más cooperó. La más cooperó. Sí. Ajá. Bueno, diciendo lo que sabía porque... Sí, ella enviaba la información que tenían al respecto de cómo iban embarcándose hacia Chile estos individuos. La mayor parte con documentos falsos. Nosotros contactamos a 37 servicios de inteligencia del mundo. Tuvimos contacto permanente. Y, por ejemplo, entre los más importantes eran los sudamericanos para nosotros. Teníamos contacto con todos los países sudamericanos de inteligencia. Derrière les contacts dont parle Contreras cache en fait une organisation criminelle internationale qu'il a lui-même créée en 1975. Son nom de code, Opération Condor, ainsi que le prouvent des documents secrets américains récemment déclassifiés. Regroupant 6 dictatures du cône sud, elle s'inspire du modèle d'Interpol, avec une spécialité, la lutte contre la subversion. Désormais, la répression est coordonnée par une agence centrale du renseignement qui permet de traquer les opposants d'un pays à l'autre en toute impunité. Les méthodes de la bataille d'Alger appliquées à l'échelle d'un sous-continent. Une histoire illustre cette mécanique infernale, celle du franco-chilien Jean-Yves Claudet Fernandez.
Arrêté lors du coup d'État de Pinochet, l'ingénieur est libéré grâce à sa nationalité française. À Paris, il rejoint les réseaux de résistance à la dictature chilienne. Le 30 octobre 1975, il s'envole de l'aéroport de Roissy à destination de Buenos Aires. Le lendemain matin, il est kidnappé à son hôtel par un commando argentin et disparaît à jamais. D'où est venu le renseignement permettant d'arrêter aussi vite Clodet Fernandez? Cette question continue de tourmenter Horacio Méndez Carrera, l'avocat argentin de la famille. En revanche, les bourreaux du disparu ont parfaitement été identifiés. El principal responsable de su desaparición era el coronel Ribeiros, alias Rawson, que era su nombre de guerra, en ese entonces mayor del ejército argentino. Y Ribeiros fue el que jugó el principal rol en la lucha antisubversiva en el año 75 dentro de este marco. Él viajaba permanentemente a Paraguay, al Uruguay y sobre todo a Santiago de Chile, porque le prestaba a Chile un apoyo esencial. C'est ici au siège des services de renseignement de l'armée argentine que travaillait Ribeiro, alias Rawson. Il était en contact permanent avec la DINA chilienne grâce à cet homme, Arancibia Clavel, détaché à Buenos Aires pour coordonner l'élimination des opposants chiliens réfugiés en Argentine. Une application concrète de l'opération Condor, révélée grâce à la saisie de ses archives secrètes. Arancibia Clavel, en los memos que envía a Chile, vía Telex, lo cita no solamente a Ribeiros, sino que además menciona a un francés de apellido Clodet. Luego se dice que Clodet Fernández fue interrogado y que, acá tengo, que ya no existe, con una sigla RIP, ¿no es cierto?, Requiem in Pace, señalando que Clodet Fernández ya había sido asesinado. ¿Se puede imaginar que el coronel Ribero, alias Rawson, fue un alumno entonces de los franceses? Absolutamente. Él fue un alumno como toda esa camada de oficiales. Le colonel Ribeiro vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte. Sí, hola. Soy de Francia, quisiera hablar con el coronel Ribeiro, por favor. ¿Quién es? Yo estoy haciendo un trabajo histórico sobre la historia de la lucha antisubversiva desde Indochina hasta hoy. Pero no quiere que nos veamos un momentico, porque eso no... No, le agradezco, no, vea, es un tema para mí terminado, es un tema desgraciado. No me interesa, fueron etapas pasadas para la Argentina, tremendas, y entonces no sirven. Lo mismo que para ustedes los franceses, entonces creo que lo importante es mirar adelante. Santiago du Chili. Monica González est une journaliste spécialiste du plan Condor. Jusqu'en 1978, elle était réfugiée à Paris. Depuis, elle accumule témoignages et documents. C'est elle qui a découvert les archives d'Arancibia Clavel en fouillant dans une annexe d'un tribunal de Buenos Aires. Et là, surprise. C'est à l'Argentin Ribeiro, alias Rawson, l'ancien élève des Français, qu'elle attribue la paternité de l'opération Condor. Arancibia Clavel manda entonces este memorándum al cuartel general de la DINA en Santiago, donde dice: Coronel Osvaldo Rawson tiene ofrecida la relación completa dada por Migración Argentina de todos los chilenos ingresados a la Argentina después del 11 de septiembre de 73. Punto. Este oficial tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo que se dice no es cierto entonces que fue Manuel Contreras que creó... La creó, pero la idea la tuvo Rawson. Aparecen extranjeros colaborando con la Operación Condor. Sí, y yo creo que representa uno de los aspectos quizás más secretos de la Operación Cóndor. La DINA en un momento dado obtiene como brazo armado a un grupo terrorista internacional que está formado por un grupo italiano, encabezado por el terrorista nacionalista italiano Stefano Della Chiave. A este grupo terrorista italiano se suma un famoso terrorista francés, Albert Spagliari de la OAS, y Michael Taule, que es un ciudadano norteamericano,
que se convierte en agente de la DINA. En el fondo estamos en presencia de una operación Cóndor de coordinación formal de las estructuras de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur, que tiene como brazo armado paralelo una internacional terrorista negra que abarca a importantes grupos europeos. C'est dans cette maison de Santiago du Chili que les mercenaires internationaux préparent les attentats de l'opération Condor contre les opposants réfugiés à l'étranger. 1974, le général Prats, le chef d'état-major du président Allende, est assassiné à Buenos Aires. 1975, attentat à Rome contre Bernardo Leighton, le vice-président d'Allende. 1976, assassinat à Washington de Fernando Letelier, ex-ministre des Affaires étrangères. La même année est abattu en plein Paris le général Centeno Anaya, l'ambassadeur de Bolivie. Des documents déclassifiés américains révèlent que la capitale française était dans la ligne de mire de l'opération Condor, qui avait programmé à Paris d'autres attentats. Dès 1976, les services secrets français étaient informés de ces projets. Qu'ont-ils fait? ¿Y usted piensa entonces que el gobierno francés de aquella época colaboró con la operación Condor? No lo sé. Lo único que yo sé y que yo puedo decir es que yo personalmente fui detenida en Francia. Se me detuvo en el aeropuerto, esperando la llegada de un avión de Chile. Fue bastante violento porque me llevaron vendada a un lugar que yo nunca supe, que era un subterráneo, donde solamente lo único que recuerdo es que una de las personas que me interrogaba le faltaba una mano. Era violento, en ningún momento me golpearon, pero nunca me dieron ni siquiera un vaso de agua, ni tampoco algo de alimento. Ariel est la veuve de Jean-Yves Claudet Fernandez. Après l'arrestation de Pinochet à Londres, elle a repris espoir que justice soit rendue. Un juge français a réouvert le dossier de son mari. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre le général Contreras, Arancibia Clavel et le colonel Ribeiro, alias Rawson. Ils devraient être jugés par contumace à Paris. Après 27 ans d'exil en France, Ariel est retournée vivre au Chili. Doucement, presque gênée, elle parle d'une blessure secrète qui n'en finit pas de cicatriser. Elle n'a pas compris l'attitude des autorités françaises au moment de la disparition de Jean-Yves. Al día siguiente yo me dirigí al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para pedirles ayuda y ellos no me ayudaron. Me dijeron que había que guardar silencio, que no había que hablar porque cualquier cosa podía ser peligrosa para la persona. ¿Usted se puso en contacto, por ejemplo, con la embajada francesa en Buenos Aires? Sí. ¿Estuvo ahí o viajó o no? No, yo no viajé. ¿Llamó? Llamé. ¿Y qué? Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. ¿Cómo explica usted esto? Yo explico esto nada más que estaban coludidos también con la ultraderecha, los franceses coludidos con la represión de la DINA y del Plan Cóndor y todo eso.